Au printemps 1940, la Grande-Bretagne est proche de la catastrophe militaire. Piégé sur les plages de Dunkerque, le corps expéditionnaire britannique affronte une situation impossible avec l'arrivée massive des forces d'attaque hitlériennes. On a vécu l'enfer. Les tripes, le sang, les corps déchiquetés par les bombes et les mitrailleurs qui abattaient des centaines d'hommes. C'était absolument épouvantable. Les Stuka étaient équipés de sirènes qui hurlaient pendant leur descente dans le but de nous effrayer. Et ça marchait. On se faisait bombarder à longueur de journée. Tous ces cadavres. On priait pour être dans la bonne file. Un de mes amis a été touché par des éclats d'obus qui lui ont arraché les yeux de la tête. Il est mort presque instantanément, ce qui était une bonne chose. Les avions piquaient sur nous. Les soldats m'ont crié « Que diable faites-vous ici, mademoiselle ?» Ils m'ont porté sur leur dos le long de la plage. Pour la Grande-Bretagne, la guerre semblait être finie, avant même d'avoir commencé. Le noyau de l'armée britannique est sur le point de se faire éliminer, sans aucune possibilité de s'échapper. On est resté sur la plage pendant 48 heures, sans nourriture, sans eau. Il n'y avait nulle part où aller ni se cacher. Les avions de la Luftwaffe nous survolaient. On était des cibles faciles. On espérait juste qu'ils nous ratent. Un navire hôpital a explosé. Une bombe est tombée dans la cheminée et a fait éclater le bâtiment en morceaux. L'eau était pleine de jeunes en train de mourir ou déjà morts. Mais le capitaine a dit « On ne peut pas arrêter, messieurs, on ne peut pas arrêter ». Finalement, on a atteint la Manche et on s'est tous sentis extrêmement soulagés. Une fois à Douvres, on a embrassé le sol et on a pleuré toutes les larmes de notre corps. En hommage au courage de ces soldats britanniques et de ceux qui les ont secourus, les grands reportages vous présentent ce soir l'histoire d'un sauvetage épique que nous ne devons jamais oublier, raconté par ceux qui l'ont vécu. L'opération Dynamo est le moment culminant d'un des plus grands sauvetages de tous les temps. Des centaines de navires britanniques, dont beaucoup de bateaux privés, traversent la Manche pour secourir les militaires en détresse, plongeant courageusement dans le feu de l'action. J'ai connu l'enfer. Je pense encore chaque jour et je rêve chaque nuit à ces jours-là où j'ai traversé tant d'épreuves afin de pouvoir vivre. J'ai 99 ans et 4 mois maintenant et je suis toujours là. Chaque matin, en me réveillant, j'y pense. Ça m'étonne d'être encore vivant. J'en rêve encore toutes les nuits. Je suis le seul survivant connu de mon bataillon qui soit encore en vie. Un parmi des millions. Plus personne ne se souvient de ça. Je parle à des gens qui me disent « C'était pendant quelle guerre ?» C'est l'attitude du monde d'aujourd'hui. Les écoliers d'aujourd'hui n'ont jamais entendu parler de Dunkerque. Leurs enseignants non plus. Les événements de Dunkerque sont tellement importants du point de vue politique et militaire mondial, ça m'étonne que les gens ne s'en souviennent pas. Jusqu'à la sortie du film, le grand public n'avait généralement aucune idée de ce que représentait Dunkerque. Ceux qui savaient ce qui s'y est passé voyaient ça comme une anecdote de l'histoire britannique qui s'est produite avant que les États-Unis entrent en guerre pour nous sauver. C'est beaucoup plus important que ça. C'est une histoire universelle de survie. Ça a été un miracle en ce sens qu'autant de soldats en sont revenus vivants, alors qu'à première vue, ça semblait peu probable. Le fait que ces militaires britanniques soient rentrés chez eux signifiait que la Grande-Bretagne n'avait pas à signer un traité de paix avec Hitler, qu'elle n'avait pas à se rendre. Si les troupes avaient été anéanties, la guerre aurait été finie et on en subirait encore les conséquences aujourd'hui. Il n'y a pas de gloire dans la guerre. Ce n'est qu'une question de survie. Je suis né en 1918, dans une famille assez pauvre. Ma mère n'était pas une femme agréable, et j'étais incontrôlable. Ils m'ont donc dit que j'irais à l'asile du docteur Barnardo. J'y suis resté de l'âge de 5 ans jusqu'à 8 ans. Puis, je suis allé au foyer pour enfants de Norwood pendant 2 ans, et à celui de Sidcup ensuite. Ça a été ça, mon enfance. Croyez-moi, vous ne pouvez pas comprendre la vie à cette époque. C'était dur, très dur.
Je me suis enrôlé dans l'armée territoriale à l'âge de 18 ans. Je l'ai fait parce que la bière ne coûtait pas cher à la cantine et parce que les filles aimaient les hommes en uniforme. Je ne me suis pas vraiment enrôlé pour devenir soldat. Je suis entré dans l'armée territoriale à Brixton. En tant que canonnier anti-char, je m'installais devant l'infanterie et ma tâche était de tirer sur les chars d'assaut. Je faisais du vélo avec un ami sur le terrain communal de Wimbledon. Un sergent recruteur nous a demandé « Voulez-vous vous engager dans l'armée ?» On a dit oui. « Quel âge as-tu » J'ai répondu « 16 ans ». Il a refusé parce que j'étais trop jeune. « Attendez », je lui ai dit, « ce n'est pas vrai, j'ai 17 ans. » Et il m'a enrôlé. Ma vie n'était rien. C'est pour ça que je me suis engagé dans la marine. Je n'avais pas tout à fait 17 ans. Un jeune de cet âge trouve ça merveilleux, porter un uniforme. We tried again and again to prevent this war. But now we are at war. And we are going to make war. And persevere in making war until the other side have had enough of it. Je suis née en Belgique, à Anvers. Quand la guerre a éclaté, il a fallu qu'on parte. Les Allemands ont réduit notre maison en miettes. On a dû tout laisser derrière nous. Je n'avais que 9 ans. La guerre a été déclarée le 3 septembre 1939. J'ai été mobilisé à la fin du mois de septembre, donc pas mal dès le début. J'étais un conscrit. J'ai bien vu la guerre venir. Mon père m'a conseillé de quitter l'armée et de m'engager dans l'aviation. Il fallait se soumettre à un examen médical pour l'armée de l'air. Comme je portais des lunettes, j'ai échoué à l'examen. Ça m'a sauvé la vie. Parce que la majorité de mes camarades n'ont pas survécu à la guerre. Mes lunettes m'ont sauvé la vie. Au début, on voyait ça comme une aventure. On ne s'imaginait pas comment ça serait. Personne n'aurait pu deviner ce qui allait se passer. La Seconde Guerre mondiale deviendra le conflit international le plus brutal et le plus destructeur de l'histoire. À la suite de l'invasion allemande de la Pologne en septembre 1939, le corps expéditionnaire britannique est envoyé en Europe. Au début de la guerre, en 1939, le corps expéditionnaire britannique s'est rendu en France. Il était composé de jeunes hommes qui n'avaient jamais été à l'étranger de leur vie. C'était donc une expérience incroyable pour eux. Monter à bord de bateaux et de trains, traverser la France, se ruer aux fenêtres pour voir de quoi avait l'air un pays étranger. Comme il ne se passait pas encore grand-chose, ils en ont profité pour connaître les Français, découvrir la cuisine française et faire des choses qu'ils n'avaient jamais faites avant, car ils étaient loin de chez eux. C'était une sorte d'aventure pour ces jeunes-là. La Grande-Bretagne ne se fâche pas facilement et n'a jamais voulu de cette guerre. Maintenant qu'elle nous a été imposée, nous sommes déterminés à la mener jusqu'au bout, peu importe les sacrifices requis. Or, ce sont ceux qui font les plus grands sacrifices, les combattants, qui sont les plus enthousiastes. On a visité le château de Brias, un grand château. C'était très beau. On a effectué la traversée le jour de Noël pour accoster à Cherbourg, en France, le lendemain. C'est comme ça qu'on a passé Noël. On est arrivé dans un village appelé Gondecourt, près de la frontière belge. Je faisais partie d'un bataillon de mitrailleurs. C'était très différent de la vie à la maison avec maman. Les soldats reçoivent des rations alimentaires conçues pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Ils nous donnaient une boîte de corned beef, un paquet de biscuits du genre biscuits pour chiens, et c'était tout ce qu'on avait à manger pour la journée.
Ces biscuits, pas moyen de mordre dedans. Il fallait les rompre en morceaux et les ramollir pour arriver à les avaler. Oh, c'était dur. Et il nous disait que ces biscuits renfermaient beaucoup d'énergie. On était bien obligés de les croire. Le cuisinier nous servait parfois ce qu'il appelait du ragoût. Et il valait mieux ne pas demander ce qu'il y avait dedans. Le corps expéditionnaire qui débarque en Europe en 1939 est une armée totalement mécanisée, mais son entraînement scandaleusement inadéquat le rend incapable de combattre l'armée allemande bien mieux préparée. Il manquait d'entraînement. Ce n'étaient pas de vrais soldats. Pratiquement aucun d'entre eux n'avait déjà combattu. C'est étonnant, mais plusieurs de ces soldats n'avaient littéralement jamais utilisé d'armes à feu. Quand on est arrivé en France, on savait à peu près de quel côté de la mitrailleuse la balle sortait. On savait marcher au pas. Après l'instruction de base, il nous donnait un fusil, on s'entraînait un peu au tir et il nous assignait un camion qui allait être le nôtre jusqu'à la fin. On s'efforçait d'apprendre les tâches des uns et des autres sur les vedettes de combat. Je pouvais tirer, démonter une arme, la réassembler. Je pouvais même tenir la barre du bateau. Il fallait savoir tout faire. En mai 1940, la situation en Europe semble désastreuse. L'armée de Hitler lance des attaques dévastatrices contre la France, la Belgique et les Pays-Bas. C'est en mai que les combats ont vraiment débuté. Les Allemands ayant gagné du terrain, le corps expéditionnaire britannique a avancé pour aller les affronter à un point préétabli en Belgique. Les Britanniques n'avaient pas reçu l'autorisation d'entrer dans ce pays. La Belgique était censée rester neutre et ne s'impliquer dans la guerre que si elle était attaquée. Quand les Allemands ont envahi la Belgique, les forces britanniques et françaises ont quitté leur position en France pour se rendre à leur rencontre. Le premier endroit où on est allé, c'était Bruxelles. La rue où on se trouvait était vide. Elle avait été complètement évacuée. Les civils étaient tous partis. On est monté dans le train à Anvers, mais il n'avançait pas. On est donc descendu et on a traversé la Belgique pour aller jusqu'en France. On a parcouru toutes ces distances à pied. Quand le Blitzkrieg a débuté, le 10 mai, c'est là qu'on a affronté les Allemands pour la première fois. On a suivi la rivière d'Isle tout au long. Les Allemands étaient de l'autre côté. Ils tiraient sur nos canons et on tirait sur les leurs. On avait un avion Lysandre dans les airs qui m'envoyait de l'information que je transmettais à l'armée et j'ai fini par trouver la cible et abattre leur avion. Tout le monde s'attendait à ce que chacun reste sur ses positions, comme durant la Première Guerre mondiale. Une guerre d'usure avec très peu de mouvement. Les soldats pensaient qu'ils finiraient dans leurs tranchées face aux Allemands dans les leurs, parce qu'ils étaient habitués à ce genre d'affrontement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les Allemands ont monté cette attaque incroyablement audacieuse à travers les Ardennes, avec leurs chars d'assaut, les Panzers, qui transperçaient toutes les défenses. Personne n'aurait cru qu'on pouvait franchir une zone boisée avec des chars, mais les Allemands y sont parvenus. Comme ils n'avaient pratiquement aucune force défensive derrière eux, ils ont atteint la côte en quelques jours à peine. La mauvaise communication réduit l'efficacité des différentes armées alliées. N'étant pas soumises à l'autorité d'un même commandement, elles suivent uniquement leurs propres objectifs. On ne savait pas ce qu'on faisait. À cause du manque de communication entre les armées britanniques et françaises avant la bataille de Dunkerque, aucun des deux camps ne savait vraiment ce que faisait l'autre. Le sergent Grover m'a dit « Henry, tu te mets à cet endroit avec ton canon. Si des chars d'assaut arrivent avec le canon pointé vers l'avant, ce sont des ennemis. Si leur canon est tourné de l'autre côté, ce sont des alliés. » Je lui ai répondu « D'accord, sergent. » Quand des chars sont arrivés, il m'a dit « Tire sur ces salauds !» Mais je ne les voyais pas. « Oh, d'accord, attends un peu. » Soudainement, ce sont eux qui ont commencé à nous tirer dessus et à nous mettre en pièces. J'ai pensé, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Mon canon a été frappé et j'ai perdu connaissance pendant quelques minutes.
Quand j'ai repris connaissance, j'ai entendu « Monsieur, oh monsieur, on est vraiment désolé, on pensait que vous étiez des Allemands. » C'étaient des foutus Français qu'il y avait dans ce char d'assaut, gros comme une maison. Ils avaient fait 17 victimes chez les nôtres. Ils ont appris une leçon. À l'avenir, non seulement les Alliés devraient-ils communiquer beaucoup mieux entre eux, mais aussi au sein de leurs armées respectives. Les Alliés sont incapables d'égaler la force et la férocité des attaques éclairs allemandes. Face à la puissance aérienne supérieure de la Wehrmacht et à son commandement unifié, les Britanniques et les Français ne sont tout simplement pas à la hauteur. L'armée allemande était mieux équipée, mieux formée et plus expérimentée. Tout leur armement était meilleur que le nôtre. Ils avaient de meilleures mitrailleuses, de meilleurs canons anti-chars et de meilleurs chars d'assaut. Ils gardaient toujours une longueur d'avance sur nous. Ils avaient de plus gros chars qui pouvaient tirer plus loin. Ils restaient hors de notre portée et nous lançaient un obus après l'autre. Les défenses de Paris sont complètement hermétiques. Les avions ennemis rencontreront une barrière d'acier qui protège le cœur palpitant de la France. La mer Leçon de 1914 a donné lieu à la construction de la célèbre ligne Maginot. Kilomètre après kilomètre, les frontières est et nord-est de la France sont jalonnées de tourelles d'acier et de béton, reliées sous terre par de vastes salles souterraines. Ici, des armées entières peuvent être cantonnées dans un environnement confortable et climatisé. On ne passe pas. Tel est le cri de guerre historique du soldat français. Les tirs croisés des canons de la ligne Maginot feront en sorte que la nouvelle guerre mondiale ne se déroulera pas en France. Les Alliés sont incapables d'endiguer l'avancée de l'ennemi. Dans la ville de Wormhout, à 27 km de Dunkerque, les troupes britanniques sont facilement maîtrisées par les forces allemandes. Alors que les forces de Hitler avancent à la vitesse de l'éclair sur le territoire français, les Alliés semblent de plus en plus désemparés. Ça prenait beaucoup de courage. Je n'y ai jamais vu de lâche. Ce n'est que plusieurs années après les événements de Dunkerque que la psychiatrie militaire deviendra un élément essentiel des soins offerts aux soldats. Ces soldats qui sont revenus du front, je sais exactement ce qu'ils ressentaient. J'ai longtemps eu des flashbacks, mais je n'ai jamais reçu de traitement ou quoi que ce soit d'autre du genre. Personne n'allait en thérapie pour ça. On apprenait à vivre avec. Je n'avais pas besoin de thérapie. Je dois dire que les hommes de cette époque-là étaient bien différents de ceux d'aujourd'hui. Une thérapie? Un coup de pied au derrière, oui. Ces histoires de consultation, c'est des conneries. D'abord, il n'y avait personne à consulter, du moins pas officiellement. Moins nombreux, moins bien équipés et mal dirigés, les Alliés désespérés battent en retraite à l'approche de la machine de guerre nazie. Leurs attaques éclairs avaient permis aux Allemands d'encercler l'armée britannique dans le nord de la France. Les chars d'assaut allemands ayant pénétré jusqu'à la côte, le corps expéditionnaire britannique était effectivement encerclé. Avant même que les combats aient vraiment débuté, les Britanniques étaient déjà en difficulté. Et il était clair qu'ils allaient devoir battre en retraite. Les Allemands nous ont encerclés. Tout s'est passé très vite. La seule issue possible, c'était la mer. À ce moment-là, Dunkerque était le seul endroit par où les Britanniques pouvaient s'échapper. Une voiture de l'état-major allemand passait sur la route. La patrouille a tiré sur le conducteur. L'officier assis à l'arrière a sauté hors de la voiture et s'est enfui, mais il a laissé sur le siège son casque, sa ceinture avec son Luger et une mallette qui a immédiatement été transportée au quartier général de division. Elle contenait les plans pour le corps militaire allemand qui devait attaquer Dunkerque. Ça leur a donné 2 jours de grâce.
ce qui a permis aux citoyens français de quitter la ville de Dunkerque, qui avait été lourdement bombardée, et aux soldats français de la barricader pour être en mesure de la défendre. La situation devient rapidement désespérée. Les chars allemands ayant atteint la Manche après avoir franchi la ligne Maginot sans difficulté, les armées françaises et belges battent en retraite chacune de son côté de la frontière. Il ne reste plus qu'une seule option pour le corps expéditionnaire britannique, se retirer jusqu'à Dunkerque. Vaincus et humiliés, les Alliés sont acculés au pied du mur. La reddition semble inévitable. Tout porte à croire que les Allemands ont remporté la guerre en Europe. Cette débâcle incroyable, car c'est bien ce que c'était, une écrasante défaite, semblait sonner le glas de l'armée britannique. Comme elle était déjà coincée sur plusieurs fronts, les Allemands n'avaient plus qu'à compléter la courbe pour l'encercler complètement. Et dans ce cas-là, comment aurait-elle pu faire autre chose que de se rendre? Le général nous a dit que personne ne pouvait nous aider. Pour moi, la guerre était perdue. On se disait qu'ils allaient envahir la Grande-Bretagne et que tout était fini. Je me demandais comment on aurait pu encore gagner à ce stade-là. On avait tout perdu, l'armée britannique au complet et tout son équipement. C'est dans le chaos que le corps expéditionnaire se dirige vers Dunkerque. Pendant que l'armée britannique recule, il devient clair pour Lord Gort, le commandant en chef du corps expéditionnaire, que si la Grande-Bretagne veut continuer à se battre, elle doit organiser une évacuation. C'est aussi évident que cette évacuation peut uniquement se faire par Dunkerque, car tous les autres ports sont tombés l'un après l'autre aux mains des Allemands. Le seul qui reste encore entre nos mains, c'est Dunkerque. Les soldats britanniques, eux, ignorent encore pourquoi ils battent en retraite. On ne savait pas ce qui se passait. Il faisait nuit. On a marché, marché et marché jusqu'à Bredun. On a fini par décider de se rendre jusqu'à l'endroit d'où venait cette fumée, Dunkerque. On a chargé les troupes françaises de retenir les Allemands pendant notre retraite. On a ensuite roulé jusqu'aux abords de la Panne. Il était censé y avoir quelqu'un qui nous y rejoindrait et qui nous dirait où aller. Bien entendu, quand on est arrivé, il n'y avait personne. On a marché jusque dans la mer. L'eau me montait à peu près jusqu'à la poitrine. Les avions de la Luftwaffe volaient au-dessus de la plage en mitraillant. Il n'y avait pas de navire, pas de bateau du tout. Ils nous ont fait sortir de l'eau en nous disant que chaque équipe d'artillerie devait se débrouiller pour trouver son chemin. On n'avait pas de nourriture, pas d'eau non plus. J'ai dit à mon compagnon Abby, « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Il m'a répondu, « Harry, il y a un vieux bœuf là, on va l'abattre. » Le bœuf faisait Je l'entendais gémir, le pauvre vieux. On l'a tué d'un coup de fusil. Et Abby en a coupé quelques morceaux. On a mangé un steak épais comme ça. On a fini par rencontrer des soldats, ceux du régiment du Cheshire. Ils ont été très bons envers nous. Ils nous ont nourris. On a mangé beaucoup de leurs biscuits durs, des trucs horribles. Avec l'ennemi à ses trousses, l'armée britannique en déroute poursuit son chemin vers la côte. La consigne était que si on trouvait un entrepôt des forces armées, on pouvait y entrer et se servir, car les Allemands allaient tout prendre de toute façon. J'y suis donc entré et j'ai pris des cigarettes. Mon copilote, qui n'a jamais conduit le camion, a pris du whisky. C'était un Écossais. Il est allé à l'arrière du camion et il s'est saoulé. Je ne l'ai plus revu avant qu'on arrive à la plage. Des milliers de civils sans défense s'enfuient eux aussi pour échapper à la mort. Les soldats britanniques sont témoins d'innombrables scènes d'horreur.
Il y avait tellement de réfugiés sur les routes qui voulaient seulement partir de là. Ça a donc beaucoup gêné la retraite des Britanniques parce qu'ils devaient partager la voie avec ces centaines de milliers, ces millions de civils qui tentaient aussi de s'échapper. C'était le chaos sur les routes. La situation était totalement chaotique. Tout le monde se demandait ce qui allait arriver, mais personne ne le savait. On n'avait pas le choix de continuer, mais les Français ont beaucoup souffert. Oh, on a vu des choses affreuses là-bas, vraiment affreuses. Les cadavres sur le côté de la route, c'était terrible. Les choses horribles qu'on a pu voir. Ces centaines de personnes assassinées, bombardées ou brûlées. Tous ces réfugiés avec des poussettes, des chevaux et des charrettes, et la Luftwaffe qui les mitraillait, ça semait le chaos et bloquait les routes. Ils bombardaient tout. Ils ne faisaient aucune distinction. On a vu tant de morts sur le chemin, de cadavres pourris de civils, de soldats, de chevaux, de bétail, n'importe quoi. C'était absolument épouvantable. Malgré toutes ces horreurs, les soldats n'ont pas le choix de poursuivre leur route. On voyait de pauvres jeunes se faire mettre en pièces et on n'y faisait plus attention. On passait outre. C'était arrivé, c'est tout. C'était vraiment horrible de voir ces femmes et ces enfants se faire blesser, mais on ne pouvait pas y faire grand-chose. C'est impossible de sauver qui que ce soit quand on est en pleine mission. On ressent du désespoir et on fait de son mieux, mais on sait qu'on a une tâche à accomplir. Il y avait ce petit garçon qui est rentré de l'école et qui a vu que sa maison venait d'être bombardée. Sa mère et son père étaient morts. Il demandait « Où est ma mère ?» Il a fini par suivre les soldats avec nous. Ils avançaient avec leurs charrettes, leurs vélos et leurs poussettes. Tout ce qu'on faisait, c'était soigner les pieds des paysans. Ils avaient les pieds meurtris et notre médecin les leur bandait. Mes pieds étaient en très mauvais état. Les soldats me portaient sur leur dos parce que je ne pouvais plus marcher. Je n'étais qu'une enfant. C'était horrible. Mon père a renoncé. Il ne voulait plus. Il a dit « Je n'irai pas plus loin. Les peuvent m'avoir. » C'est dans les profonds tunnels s'étendant sous le château de Douvres que les Britanniques commencent à élaborer l'opération Dynamo. Le grand responsable de l'évacuation était le vice-amiral Bertram Ramsay, un vieil homme de confiance de la marine qui a été placé dans une situation extrêmement difficile. Il travaillait à Douvres, dans la salle de la dynamo du château. C'est d'ici qu'est parti le message comme quoi l'opération Dynamo allait commencer. Ce sauvetage n'a rien d'une opération militaire ordinaire. Le vice-amiral Ramsay conçoit un plan d'évacuation qui implique plus de 900 embarcations. La Luftwaffe avait presque entièrement détruit le port de Dunkerque. Le port était presque inutilisable. Il ne restait donc que les plages. Le problème, c'est que les navires étaient trop gros pour s'approcher des plages, car la mer y était très peu profonde. C'était de vastes plages plates, jalonnées de dunes. C'est génial pour se faire bronzer. Mais si on essaie d'amener de gros destroyers jusqu'à la plage pour que des hommes qui s'y trouvent montent à bord, ils ont découvert que c'était impossible. Ce dont ils avaient besoin, c'était de plus petits bateaux pour transporter les soldats depuis les plages jusqu'aux grands navires militaires et civils au large de la côte. Le gouvernement britannique lance un appel aux propriétaires de petites embarcations afin qu'ils participent à cette mission de sauvetage, qui deviendra la plus grande évacuation de l'histoire militaire. Aux grands mots, les grands remèdes. L'appel a été lancé à la radio. C'est tout ce que les gens savaient. Ce n'est que très tard pendant l'évacuation que les journaux et la radio ont rapporté qu'elle était en cours. Ça avait été gardé secret. Tout s'est déroulé très rapidement. Ils ont réquisitionné les navires du jour au lendemain. C'était le chaos organisé. Tous ceux qui pouvaient donner un coup de main l'ont fait. Bien des propriétaires ignoraient que leur bateau avait été réquisitionné. Si le propriétaire se trouvait aux alentours, il pouvait participer au sauvetage. Sinon, la marine prenait quand même son bateau.
Plusieurs des soldats qui arrivent épuisés aux abords de Dunkerque n'ont pas mangé depuis des jours. J'ai conduit pendant 48 heures. Je m'endormais au volant et je me réveillais quand je frappais la bordure de la route. Finalement, je suis arrivé à la plage. Je suis entré dans un café et j'ai demandé s'ils pouvaient remplir nos bouteilles d'eau, parce qu'on n'avait rien à boire. La dame m'a dit « Je suis désolé, il n'y a plus d'eau à Dunkerque. Les Allemands ont fait sauter le réseau d'eau. » Elle m'a quand même offert de les remplir de vin rouge. Alors on a bu du vin rouge sur la plage. Dunkerque est un véritable désastre pour l'armée britannique, qui y perd une grande partie de son équipement militaire. À leur arrivée à Dunkerque, les soldats ont été surpris d'apprendre qu'ils allaient devoir faire sauter leurs voitures, leurs chars, tout ce qu'ils avaient utilisé pour se rendre là. La grande majorité de l'équipement que l'armée britannique avait emporté en France a été perdu. Il a fallu abandonner toute l'artillerie lourde et presque tous les véhicules en France, parce que c'était impossible de les rapporter de l'autre côté de la Manche. Ils ont reçu l'ordre de mettre du sable dans les réservoirs à essence pour faire bloquer les moteurs, parce qu'il ne fallait pas que les Allemands puissent utiliser l'équipement. Une fois rendu à la plage, le lieutenant m'a dit « Tu es de l'armée de l'air, et ces hommes sont tous de l'armée de terre. S'ils t'attrapent, ils vont te tabasser parce qu'ils n'ont jamais vu d'avion venir les aider. » Il m'a donc conseillé d'enlever mes souliers et de mettre des bottes, un imperméable et un casque en métal. Comme ça, j'étais complètement déguisé en soldat de l'armée de terre. Les dizaines de milliers de soldats rassemblés sur le sable des plages de Dunkerque sont témoins de scènes de destruction qu'ils n'oublieront jamais. Tout était en feu sur la plage. On se faisait attaquer par des bombardiers et les Stukas descendaient en piqué vers la plage. Les gens ne s'imaginent pas ça, mais mon Dieu. On voyait tous nos amis se faire pulvériser, des navires exploser en morceaux. On entendait les canons tonner. On était impuissants, sans endroit où s'abriter. On se couchait dans le sable. Je me souviens que j'étais caché derrière un grand banc de sable et je pouvais entendre les balles pénétrer de l'autre côté. Il fallait se coucher dans le sable. C'était assez déplaisant. Les chasseurs et les bombardiers survolaient la plage sans arrêt en mitraillant. On n'avait aucun moyen de protection, alors on restait assis sur le sable. Il n'y avait nulle part où aller. On espérait juste qu'ils nous ratent. Là où je me trouvais sur la plage, il n'y avait pas d'officier du tout. Il fallait qu'on se débrouille tout seul. Je ne me rappelle pas avoir vu un officier là. C'était chacun pour soi. Le moral est au plus bas parmi les troupes qui attendent les secours sans ravitaillement et sans grand espoir. Environ 4 jours, sans nourriture, sans eau, sans rien. Il y en a, je suppose, qui ont fini par abandonner. Je ne saurais dire. Ce sentiment de désespoir ne quittait jamais notre esprit. On ne savait pas ce qui allait se passer. On était hébétés, incapables de penser. On se demandait bien ce qui allait arriver. Contraints d'attendre sous une pluie de bombes, les soldats sans défense ont l'impression d'être abandonnés par la Royal Air Force. Le sentiment général parmi les soldats sur la plage était que la RAF les avait abandonnés. La puissance de défense était insuffisante. Où étaient les canons antiaériens? Il n'y en avait pas. Je n'ai pas vu un seul avion britannique. Ils n'ont pas fait grand-chose. Faut dire qu'on n'avait pas beaucoup d'avions. Les soldats et les marins critiquaient la RAF et le commandement des chasseurs qui ne venaient pas les défendre à Dunkerque. Chaque fois qu'ils levaient les yeux vers le ciel, ils ne voyaient que des Allemands. Où était donc la RAF?
Des aviateurs dont l'avion avait été abattu ou qui travaillaient au sol tentaient eux aussi de monter à bord des navires pour rentrer au pays. Ils se sont fait repousser et même attaqués par des gens qui leur disaient « Vous ne monterez pas à bord, vous n'avez rien fait pour nous aider ». Ils étaient détestés à ce point-là. Je trouvais ça un peu déplacé. Une fois rentré en Angleterre, on a su que la RAF protégeait les troupes sur la plage, mais pas sur notre plage. Affaiblie par les pertes subies durant la campagne française, la RAF n'est pas en mesure d'arrêter l'assaut aérien allemand. Cela dit, elle peut certes l'entraver. Les soldats et les marins croyaient tout simplement que la RAF n'était pas là, ce qui était vraiment injuste, parce qu'elle était bel et bien là. Ils étaient là, peut-être pas au-dessus des plages, mais un peu plus loin, sur terre ou en mer. Bien sûr, avec la bataille d'Angleterre, l'attitude envers les membres de la RAF a changé. Ils sont devenus les héros de la nation. Pendant que les divisions allemandes s'entassent autour de Dunkerque, le corps expéditionnaire britannique est au bord de l'anéantissement. Son sort en équilibre sur le fil du rasoir. Le 27 mai 1940, le capitaine William Tennant, officier supérieur de la marine, arrive à Dunkerque pour coordonner l'évacuation. Tennant s'est rendu compte que même si le port avait été détruit, il y avait quand même un long brise-lames, une digue de protection. Elle n'avait absolument pas été conçue pour qu'un navire s'en approche. Elle servait seulement à empêcher le sable d'atteindre le port et de l'envaser. Il a immédiatement pensé à faire amarrer les bateaux le long de cette digue de protection pour que les troupes soient ensuite en mesure de monter à bord. Il a fait avancer un bateau le long de la digue pour voir ce que ça donnerait. Et ça a marché. Des centaines de bateaux, dont l'équipage est composé de membres de la Royal Navy et des volontaires civils, traversent les eaux traîtresses de la Manche. Plusieurs de ces marins assistent à des scènes qui les marqueront à jamais. C'était horrible. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant. Plein de gens se faisaient tuer. Les Stukas descendaient. Boum, 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 sans arrêt. La majorité des petites embarcations qui ont fait la traversée avaient été réquisitionnées et étaient pilotées par des membres de la Royal Navy qui souvent n'avaient aucune idée de la façon dont fonctionnaient ces bateaux. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il y avait un bateau avec 60 personnes à bord. Quand il est arrivé, il flottait à bonne hauteur. Mais avec la soixantaine de passagers, il s'est enfoncé. L'eau arrivait à environ 60 cm du plat-bord. La raison d'utiliser ces petits bateaux, c'était d'amener les soldats des plages jusqu'aux plus gros navires au large de la côte. L'opération allait donc se répéter maintes et maintes fois. J'ai commencé vers 9 h et j'ai arrêté vers 16 h. J'avais environ 3 voyages aller-retour pour aller chercher du monde. On essayait chaque fois de monter sur les bateaux qui arrivaient, mais ils se remplissaient avant qu'on les atteigne. On a attendu sur cette digue pendant une éternité pour avoir une place dans un bateau. On se faisait tirer dessus. Oh, Seigneur. On faisait des signes de la main pour que les bateaux s'arrêtent pour nous. Beaucoup d'entre eux passaient tout droit. Ma mère agitait sa chemise de nuit. Elle n'arrêtait pas de leur faire des signes, de crier « Je suis britannique !» Les marins sont la cible des attaques sans merci de la Luftwaffe. Les bateaux se faisaient détruire à droite et à gauche. C'était comme entrer en enfer. Le tiers des navires qui ont participé à l'opération ont été détruits ou mis hors service. C'était donc une entreprise extrêmement dangereuse. C'était infernal, horrible. Moi, je nageais dans l'eau en ramassant des gars qui avaient perdu leurs jambes ou leurs pieds pour les mettre sur des canots de fortune et les pousser vers les bateaux.
Il y avait de l'essence et du sang dans l'eau, et quelque chose de vert. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était gluant et vert. On pouvait se faire écraser par un bateau dont l'équipage n'avait pas remarqué la présence de soldats dans l'eau. Il arrivait aussi que la mer s'enflamme. Quand ces gros bateaux coulent, leur moteur explose et le diesel se retrouve partout à la surface. On pouvait facilement se faire tirer dessus. Beaucoup de ceux qui sont revenus morts sur les bateaux ont été abattus ou bombardés dans l'eau par les avions allemands. Beaucoup d'autres n'ont pas survécu à la traversée. Quand les premiers bateaux ont commencé à rentrer en Angleterre, ils ont soulevé la barrière et ont vu un bateau arriver dont la moitié des passagers étaient morts. Quand on est entré dans le port de Douvres, les gars nous ont tiré dessus. J'ai dû leur dire d'arrêter de tirer, qu'on était des Anglais. On n'était plus que 4 sur 12 au départ. Alors que la bataille fait rage sur terre, en mer et dans le ciel, les hommes travaillent jusqu'aux limites absolues de leur endurance. Personne ne se parlait. C'était « Partez, partez !» Tout le monde essayait de quitter Dunkerque par quelque moyen que ce soit. Quand les petits bateaux sont arrivés, ils ont ramassé beaucoup de gens. « Venez les gars, prochain arrêt, Douvres !» On était aux anges. Après ça, on a prié et prié et prié pour réussir à se rendre jusqu'à Douvres. On a atteint la digue et on a fini par trouver un chalutier, le Lord Grey. Il y avait quelqu'un qui comptait ceux qui montaient à bord. Il a dit « C'est assez maintenant, partons ». Je me suis couché et je me suis endormi aussitôt. Ma mère a eu la bonne idée de dire « On va éviter les grandes embarcations parce que les Allemands les bombardent sans cesse. » On est donc monté sur ce petit pétrolier qui s'appelait le Sutton. Ils nous ont installés dans la cabine du capitaine et ils nous ont dit que le bateau pouvait être bombardé à tout moment. C'était très dangereux de passer à travers tous ces débris. On a dû traverser du feu pour en sortir. Tout ce temps-là, les bombes tombaient et les mitrailleuses nous tiraient dessus. Certains bateaux ont coulé, d'autres s'en sont tirés. Des bombes et encore des bombes. Vous ne pouvez pas vous imaginer cet enfer. Il fallait y être pour y croire. On entend toutes sortes de balivernes, que certains ont dit qu'ils n'avaient pas peur, mais on ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. Après ça, on a prié et prié et prié pour réussir à se rendre jusqu'à Douvres. Et on est effectivement rentré à Douvres. C'était merveilleux, absolument merveilleux. Le Shangri-La, le lever du jour. On était abattus, complètement abattus. Mais quelle sensation ça nous a procuré d'être rentrés en Angleterre. Je la ressens encore. C'était un miracle et on était heureux d'être en vie. Ma compagnie comptait 107 membres. Il y en a juste 31 qui sont rentrés sur 107. Les soldats britanniques qui ont quitté les plages de France au plus profond du désespoir sont accueillis chez eux comme des héros conquérants. On venait de perdre une bataille, mais le peuple d'Angleterre nous traitait comme des héros. Ce dont je me souviens encore aujourd'hui, ça a l'air de rien, je sais, mais c'était incroyable pour nous quand on est arrivé à Harwich, c'est qu'il y avait des centaines de femmes sur les quais. De toute évidence, elles s'étaient fait dire, dès que les navires entreront au port, empoignez un soldat et occupez-vous de lui. Debout sur le quai se trouvaient toutes ces charmantes dames, et elles voulaient toutes s'emparer des héros blessés comme moi. Les femmes du service volontaire féminin m'ont causé plus de problèmes que n'importe quel Allemand. Elles essayaient toutes de m'attraper. Le médecin m'a dit « Vous êtes encore en vie, vous faites l'affaire ». Une dame m'a pris par le bras et m'a amené dans un hangar pour me donner du thé et des sandwichs. Mon copilote, qui avait survécu lui aussi, disait à tout le monde que je lui avais sauvé la vie, mais ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais conduit le camion pendant qu'il se saoulait à l'arrière. Je l'avais amené jusqu'à la plage et je l'avais fait sortir avant qu'on abandonne le camion.
D'une certaine façon, on peut dire que je l'avais sauvé, mais pas vraiment. Quand mon bataillon s'est finalement réuni, j'ai été surpris de voir combien de ses membres avaient réussi à revenir. C'est un miracle qu'on ait réussi à sortir de là. Les gens étaient très gentils quand on est arrivé en Angleterre. Ils nous ont aidés et nous ont donné des vêtements. On n'avait rien. Il a fallu se déshabiller, se laver et se faire désinfecter. Dunkerque, pour moi, ça a été une épopée de bravoure absolue. J'ai traversé l'enfer pour sortir de l'enfer. Je suis revenu sain et sauf. C'est comme ça que je le vois. L'opération Dynamo est la plus grande évacuation militaire de l'histoire. Cette campagne permet d'éviter de justesse la reddition de la Grande-Bretagne devant les forces de Hitler. Elle marque un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour les soldats qui reviennent de Dunkerque en 1940, ça représente un échec. Les troupes britanniques qui ont été évacuées se considéraient en quelque sorte comme les vestiges d'une armée vaincue. Ces soldats avaient pris part à une terrible défaite. Ils sont rentrés honteux. Eh bien, c'était une évacuation, non? On est monté sur un bateau et c'est tout. C'étaient des héros parce qu'ils avaient survécu. Et ça signifiait que la Grande-Bretagne avait un avenir. L'évacuation de Dunkerque a permis aux Britanniques de rester dans la guerre. Ça a été un triomphe, parce qu'ils ont réussi à secourir bien plus de gens qu'ils n'auraient cru possible. C'était incroyable combien ils en ont secouru. Ils ne s'attendaient pas à sauver plus de 45 000 hommes. Au bout du compte, ils ont réussi à retrouver et à ramener près de 340 000 soldats. L'armée britannique avait survécu. Une euphorie patriotique s'empare du public britannique. La fumée de la bataille plane sur Dunkerque, ce port de l'autre côté de la Manche, d'où rentrent des milliers d'hommes du corps expéditionnaire britannique. La magnifique opération d'arrière-garde menée par les armées britanniques et françaises n'a d'égal que le splendide travail de la marine pour protéger les soldats et les ramener chez eux dans des navires de guerre et des embarcations de toutes sortes. Ils se battent sans cesse depuis 2 semaines et le monde entier est émerveillé par leur immense courage et leur discipline inébranlable sous le brillant commandement de leurs supérieurs. Jamais dans toute son histoire militaire, la Grande-Bretagne n'a-t-elle été aussi fière de ses fils combattants. La route sera encore longue vers la victoire finale. La Seconde Guerre mondiale se poursuivra durant 4 autres années. Mais ce sont les événements de Dunkerque qui rendent possible cette grande marche vers la paix. Plusieurs ont pris quelques jours pour récupérer. On a tous eu droit à 3 jours. L'adjudant est arrivé et nous a dit « J'ai bien peur que le réveil soit à 6 heures ici. Vu que vous étiez à Dunkerque, vous pouvez vous lever à 7h30 ou 8h et prendre le déjeuner. Mais c'est tout. » Les hommes du corps expéditionnaire profitent de quelques moments de répit après leur retraite héroïque des Flandres. Ici, dans un camp de repos, ils se dépoussièrent, se ressaisissent et se laissent aller à chanter un peu. Mon copain Ginger et moi, on est restés ensemble pendant toute la guerre. On a tous les deux survécu à Dunkerque. Au moment de monter sur un bateau, on est allé dans des directions différentes. J'ai supposé qu'il avait été tué ou fait prisonnier, et il a pensé la même chose à mon sujet. Le lendemain matin, quand je marchais dans la rue pour aller déjeuner, j'ai croisé Ginger. Il m'a vu et est venu me serrer dans ses bras, comme si on avait été des amants qui s'étaient perdus de vue depuis longtemps. On croyait tous les deux que l'autre avait péri. On l'a échappé belle tellement de fois, c'était absolument incroyable. On était dans un cinéma, Ginger et moi, à regarder un film dont j'ai oublié le titre, quand la salle a été touchée par une bombe.
Plus de 500 personnes sont mortes, mais on est sortis tous les deux de là, tout juste recouverts de poussière. L'opération Dynamo a été portée au grand écran à plusieurs reprises. La sortie de Dunkirk du réalisateur Christopher Nolan en 2017 a une fois de plus attiré l'attention du monde sur ces événements qui ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, c'est un des plus grands moments de l'histoire de l'humanité. Je suis très heureux que certains des anciens combattants qui ont vécu l'évacuation soient ici. Quand on leur a projeté le film, ça a été une des choses les plus intimidantes que j'ai jamais vécues en tant que cinéaste, d'avoir à me tenir devant ces gens qui ont vécu cet événement et qui ont maintenant plus de 90 ans pour leur montrer notre version de leur histoire. On a assisté à la première de Dunkirk, à Leicester Square. J'étais sur le tapis rouge. Les gens venaient me faire un câlin. Ils étaient des centaines derrière les barrières, qui s'approchaient, qui applaudissaient et qui nous saluaient. C'était ahurissant. C'était un bon film, mais les seuls qui peuvent comprendre comment on se sentait à Dunkerque, c'est ceux qui y étaient. Personne d'autre ne peut s'imaginer comment c'était. J'ai trouvé ça très bon. Il y avait quelques petites erreurs mineures que j'aurais pu lui reprocher, mais en général, c'était assez exact. Le prince Harry m'a invité au palais. Quel homme merveilleux. Mais je n'étais que le deuxième homme le plus âgé. Ça, c'est une honte. Ils nous ont traités en héros. Vous êtes des héros. On l'était. Vous l'étiez et vous l'êtes toujours. J'espère que quelqu'un vous a aidé à monter la colline. Une dame m'a poussé un petit bout de temps. Ensuite, quelqu'un est venu du palais et m'a demandé « Savez-vous qui c'était ?» J'ai dit non, c'était Kate. Je ne pouvais pas le savoir, elle était derrière moi. Il a vraiment été charmant, le prince Harry. Il est descendu et il nous a parlé. Il est très gentil. Je n'arrivais pas à mettre mes souliers parce que j'ai les pieds qui enflent. J'ai dû y aller en pantoufles. J'ai dit au prince Harry, « Excusez-moi pour mes pantoufles. » Il m'a répondu, « Au moins, elles sont bleu royal. » Le prince Harry nous a bien remerciés. Je dirais qu'on a été de vrais héros. Et j'ai remercié le Seigneur. Je le remercie encore.